Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Dans l'actualité, 217 plaintes contre Dr Babacar Niang de Souma Assistance. Il a déclaré que du matériel destiné au traitement du Covid-19 est vendu à des structures privées. Le ministère de la Santé a donc décidé de poursuivre le médecin pour diffamation. Dans ce journal, les précisions du ministre du Travail Sambassi face à un nouveau phénomène. Des entreprises demandent à leurs employés de rester à la maison parce qu'ils ne se sont pas vaccinés. Le ministre souligne que la loi n'impose pas de vaccination. Par conséquent, les chefs d'entreprise doivent privilégier le dialogue. L'amour a ses raisons que la raison ignore, dit-on. Il s'est sacrifié pour que sa bien-aimée réussisse au bac. C'est la love story du week-end. On ne parle que de ça. Et d'autres Sénégalais ont accepté de révéler ce qu'ils sont prêts à faire par amour. Le reportage de Boubacar Dieng à suivre dans quelques instants. Dr Babacar Niang fait donc l'objet d'une plainte au lendemain de ses révélations sur la gestion du Covid-19. Devant le jury du dimanche sur nos antennes, le médecin chef de Souma Assistance a affirmé que du matériel du public est vendu à des structures privées. Le ministère de la Santé a alors porté plainte pour propos diffamatoires de nature à porter le discrédit sur les efforts déployés dans le cadre de la riposte. Et la rédaction a joint le concerné Dr Babacar Niang, mais il dit ne pas être au courant d'une quelconque plainte. On l'écoute. Non, je suis d'abord pas au courant et je pense qu'une institution étatique de ce niveau-là ne devrait pas utiliser les médias pour dire qu'elle porte plainte contre. Je pense qu'il y a des rouages très fonctionnels dans l'État qui permettent de notifier à quelqu'un son désaccord même d'abord. Puis ça s'arrange pas peut-être à arriver à la plainte. Mais je n'ai rien reçu d'un huissier qui est la voie normale. Je n'ai rien reçu et des propos aussi pour lesquels il porte plainte, je ne les connais même pas. Mais si c'est à propos des médicaments ou du matériel de l'État qui est revendu, moi j'ai actuellement une boîte de morphine que je détiens, que j'ai acheté par des voies qui ne sont pas légales. Et ça, c'est parce que l'État le permet. Une boîte de morphine qui arrive dans les mains de l'État ne doit pas être revendue par des particuliers. Malheureusement, ils ont créé un tel circuit que même les médecins sont obligés de passer par des circuits pareils pour avoir ces médicaments. À cette boîte-là, il y a un code barre qui est dessus. On saura quand c'est qu'il est rentré au Sénégal, au nom de qui et comment se fait-il qu'il se retrouve dans la circulation. Moi, j'ai dit à Ibra Khan que moi, je parle de ce que je connais et de ce que j'utilise. Et c'est votre collègue Djambal Diagne qui a parlé de CTE qui ont été démantelés et revendus dans le privé. Et où ils nous accusent même, nous, le privé, d'avoir acheté. Donc ça, c'est un autre débat encore. Des travailleurs de la santé également dans tous leurs états face à ces révélations. Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé du secteur social est favorable à l'ouverture d'une enquête et réclame en même temps des sanctions. Son secrétaire général, le Chersek, joint par Papa Lunsar. Si vous regardez bien la constitution sénégalaise, c'est l'État, c'est un droit. C'est un droit. Le droit à la santé est bien inscrit dans la constitution sénégalaise. Et l'État est le seul garant de la santé de la population. Or, la déclaration même universelle des droits de l'homme est que les gens naissent libres et égaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en matière de santé, il ne doit pas y avoir de privilégiés, des personnes qui ont des moyens et des personnes qui n'ont pas de moyens. C'est pour cette raison qu'on a mis en place un service public. Mais si on va dans un certain niveau où les gens cherchent à tuer le service public au détriment du privé, tous ceux qui n'auront pas les moyens risquent de mourir ou en tout cas de ne pas avoir les moyens d'être pris en charge. C'est une extrême gravité. Maintenant, par rapport à la situation aujourd'hui, le privé qui fonctionne, la plupart du temps échappe à tout contrôle. Est-ce que les cahiers de charges sont respectés dans ces cliniques? À qui appartiennent ces cliniques? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui sont dans le service public qui aujourd'hui ouvrent ces structures privées qui les appartiennent? Parce qu'il y a parfois des shunts, en tout cas des liens entre ceux qui travaillent dans le service public et ceux qui travaillent dans les structures privées. Et prendre du matériel qui appartient au service public et les vendre aux structures privées,
Moi, je pense que l'État doit mener des enquêtes et trouver les responsables. Et la loi est là, et appliquer la loi dans toute sa rigueur. Le docteur Babacar Niang n'est visiblement pas le seul à décrire la gestion de la crise sanitaire. Elle est catastrophique aux yeux de Moustapha Sarré, directeur de l'école du parti PASTEF. Selon lui, les agissements du président Macky Sall sont à l'origine de l'explosion actuelle des cas. Migui Maram Ndiaye nous en dit plus. La pandémie de Covid-19 continue de frapper de plus belle au Sénégal. Seulement, le taux de létalité aurait pu être évité selon le directeur de l'école du parti PASTEF, Moustapha Sarré, accable le président Macky Sall. Nous tous nous savons que cette troisième vague a pour origine ces tournées dites économiques du président de la République qui étaient en réalité des tournées politiques et qui regroupaient des centaines de milliers de personnes sans aucun respect des gestes barrières. La responsabilité de l'opposition et particulièrement de PASTEF est quasi nulle dans cette histoire. Parce qu'au moment où ces organisations-là avaient lieu, également, en ce moment-là, PASTEF et les organisations de l'opposition ne disposaient pas de bulletins les informant justement de la gravité de la situation. Seul le président de la République disposait de ces bulletins-là. Moustapha Sarré, qui tente de laver à grande eau l'opposition, met à nu les difficultés à ses yeux de notre pays depuis le début de la pandémie. Il est formel, le gouvernement est passé complètement à côté de la plaque. Cette catastrophe sanitaire a été gérée de manière catastrophique. Parce que pour un pays qui compte 17 millions, plus de 17 millions d'habitants, nous ne disposons que de 60 lits de réanimation. C'est une catastrophe. Pendant ce temps, on assiste à des dépenses de prestige. Ce pouvoir-là n'en fait qu'à sa tête. Et c'est au peuple sénégalais maintenant de prendre ses responsabilités. Pour la vaccination, le directeur de l'école du parti PASTEF s'est dit favorable. Il a même pris sa dose malgré les interrogations de son leader, Ousmane Sonko. C'est vrai, il y a des théories complotistes et nous sommes loin de tous, nous sommes loin des théories complotistes. Nous n'avons aucun problème avec ce vaccin-là, mais nous demandons simplement des débats contradictoires entre spécialistes. C'est seulement au Sénégal que ce débat-là est absent. En attendant une réponse à ces inquiétudes, le directeur de l'école du parti PASTEF invite les Sénégalais au respect des mesures barrières pour stopper la propagation du variant Delta qui a fait de nombreuses victimes en un temps record. Migui Maram Ndiaye, 12 morts dans le bulletin santé du jour et 518 nouvelles contaminations. Et vous en êtes témoin, les enterrements quotidiens sont en train d'exploser. D'ailleurs, ceux qui habitent aux alentours du cimetière se disent choqués par ce qu'ils voient des scènes d'horreur. Pour les plus sensibles, des témoignages surprenants et poignants dans ce reportage de Mamadou Dieng avec Séléman Diallo. Du cimetière musulman de Yoff Bakhia sont dans la consternation. Le nombre d'enterrements a vertigineusement augmenté dans ce lieu de repos éternel. Cet atelier de vulcanisateur fait face à la porte du cimetière. Les cortèges funèbres observés ces temps-ci, du jamais vu selon les occupants. Depuis 2 semaines, à partir de 7h jusqu'à 17h, c'est des cortèges funèbres incessants. Les corbillards viennent tout le temps pour des inhumations. Ça me met mal à l'aise. Face à une telle situation, Awagnan a craqué. Cette jeune dame habite dans un immeuble en face des cimetières. Devant la navette de corbillard, Awa n'a pu retenir ses larmes. Hier, j'ai pleuré devant un afflux de corbillards. Ça fait peur. Cette situation me fait mal. J'ai dit à mon bailleur que je souhaite déménager parce que c'est dur de voir ce nombre impressionnant d'enterrements. Pendambo sort de sa maison. Elle cherche un taxi pour faire ses courses. Le nombre impressionnant d'inhumations à Yoff l'amène à prier Dieu, à implorer sa miséricorde. J'invoque tout le temps le bon Dieu. C'est impressionnant le nombre d'enterrements ces temps-ci à Yoff. Le nombre d'inhumations a étonnamment augmenté au cimetière musulman de Yoff. Selon les riverains, cette situation plonge complètement ces derniers dans les mois depuis quelques jours.
La tendance aurait un lien avec la troisième vague de la Covid-19. Les voitures funèbres font des navettes incessantes. Et je disais, en titre, des entreprises commencent à demander à leurs employés non vaccinés de rester chez eux. Cependant, la législation actuelle n'impose pas la vaccination et cela dit, ces entreprises n'ont pas le droit d'agir de la sorte. Le ministre du Travail demande alors de privilégier le dialogue en attendant les réformes prévues dans cette même législation. C'est ainsi que nous écoutons. La législation du travail impose à l'employeur d'assurer la sécurité et la santé au travail de tous ses employés. La même législation de travail impose aux employés de veiller à avoir les attitudes qui peuvent convenir pour qu'il y ait santé et sécurité au travail. Ces principes posés, il est possible de s'accorder. Je rappelle, la législation en l'état ne fait pas obligation à l'employé de produire un quelconque certificat de vaccination pour accéder à son poste de travail. 2, il est attendu de l'employeur de veiller à la sauvegarde, n'est-ce pas, de tous les agents qui travaillent dans sa structure. Cette attente vaut également pour les employés. Ces principes posés, il est parfaitement possible par rapport à cette grave pandémie, cette grave crise sanitaire, de trouver un compromis qui permet d'assurer le salut et la sauvegarde collective. Nous sommes en train de réfléchir à une rénovation de cette législation du travail. Et dans ce domaine-là, il faut convenir que ce qui peut évidemment être porteur et permettre d'arriver à des résultats probants, c'est le dialogue. Autrement dit, il faut construire collectivement. Ce n'est pas la chose du gouvernement tout seul, ce n'est pas la chose des employeurs, ça ne peut pas être l'affaire simplement des travailleurs. C'est le regard croisé, la rencontre des intelligences et des efforts qui permettra d'avoir un dispositif qui sera le dispositif le plus saillant pour un certain temps. Évidemment, on ne pouvait pas légiférer sur le télétravail parce que nous n'avions pas de situation de télétravail. Aujourd'hui, je ne dis pas que la crise l'impose, mais au-delà de la crise et avant la crise, c'est la vie même telle qu'elle est en train de se dérouler qui impose de réfléchir à ces formes qui vont de plus en plus, s'imposer dans notre façon d'être et de faire. Tout autre chose maintenant, après de 2 semaines après la Tabaski, les prix de certaines denrées sont toujours aussi chers, patates, pommes de terre, choux, carottes, entre autres. Les commerçants rencontrés par nos reporters expliquent cela par la saison des pluies tardives. Reportage Seynabou Babou. Difficile de se frayer un chemin dans cet endroit, vendeurs et acheteurs se confondent dans le brouhaha. Les gestes barrières ainsi que la distanciation physique sont loin d'être respectés. Nous sommes au marché Tidlène, l'un des marchés les plus fréquentés de Dakar. Carottes, patates, choux, ignames, entre autres légumes ornent le décor de certains étals. Cette vendeuse, entourée de ses clientes, estime que les prix sont toujours aussi chers depuis la dernière décade avant la Tabaski. C'était même mieux à la période de la Tabaski. Depuis notre retour, les prix ont augmenté. Le prix du sac de carottes est passé de 11 000 à 17 000. Le chou aussi, c'est pareil. Il n'y a rien sur le marché. Les autres condiments et autres épices ne sont pas en reste. Poivrons, piments, en passant par l'ail, tous les prix ont augmenté, même après la Tabaski. Les prix ont considérablement augmenté. Le poivron vert ainsi que l'oignon vert ne peuvent pas résister aux eaux de pluie et dans beaucoup de régions, les pluies ont commencé. C'est pourquoi c'est rare et cher. Cette cliente se plaint de la cherté des prix. Selon elle, même la viande et le poisson sont difficiles à trouver. Après la Tabaski, c'est vraiment difficile. Beaucoup de vendeurs ne sont pas encore revenus. Les légumes sont chers. À cela s'ajoute la rareté du poisson et de la viande. La même chose. Même après la Tabaski, les prix restent toujours les mêmes. Les vendeurs estiment que la saison des pluies est à l'origine de l'augmentation des prix. Selon eux, avoir même de la marchandise reste un véritable problème.
Et dans le reste de l'actualité, au nom de l'amour, un jeune homme a peut-être sacrifié son avenir. Son histoire a fait le tour de la toile. Je parle bien sûr de cet étudiant qui s'est déguisé en femme pour passer les épreuves du bac à la place de sa petite amie. De l'inédit qui a quand même suscité une vague de sympathie, même si le jeune couple doit maintenant s'expliquer devant la justice. Et cela nous pousse à vous demander ce soir ce que vous êtes prêts à faire. Par amour, Boubacar Dia et Moussa Fall ont recueilli quelques réponses. Regardez. Le cœur a ses raisons que la raison ignore selon le dicton. Au nom de l'amour, le pire peut arriver. Je n'ai pas encore tué au nom de l'amour, mais je n'hésiterai pas à le faire s'il le faut. Je suis capable de bien des choses au nom de l'amour. D'ailleurs, elle s'est déjà bagarrée pour son homme. Je ne veux pas perdre l'homme de ma vie. Je ne veux pas non plus qu'il regarde une autre fille. Je peux même me bagarrer pour lui. D'ailleurs, je l'ai déjà fait avant qu'il ne m'épouse. Je ferai tout au nom de l'amour, je vous le jure. D'autres peuvent même sacrifier leur vie au nom de l'amour, comme l'atteste cette jeune femme. Je suis prête à tout, je dis bien tout, sans exception, car je suis avec un homme sincère. Je peux même me sacrifier pour lui. La maladie d'amour qui coule dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans semble être une utopie aux yeux de ce commerçant. Eh bien, je ne crois pas en l'amour. Le seul et véritable amour, c'est l'amour que tes parents ont envers toi. Tout le reste, ce sont des illusions. Se sacrifier, se bagarrer, des sacrifices au nom de l'amour, mais toujours est-il que l'amour, qu'aux yeux de certaines personnes que nous avons rencontrées, tout est question de maturité. La fenêtre s'ouvre ce soir sur la Guinée. L'état de santé de Oumar Silla, alias Foninké Meng, leader influent du FNDC, inquiète depuis quelques jours. Les nombreux va-et-vient entre sa cellule et l'hôpital donnent lieu à de nombreuses interprétations. Les détails avec Mamadou Mokhtar Souari. Bonsoir chers toutes et tous, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de ITV. C'est un plaisir de vous retrouver depuis Conakry pour parler d'un un sujet qui ces 2-3 derniers jours donc font l'actualité. Il s'agit donc de ce jeune activiste nommé Oumar Silla, alias Foninké Meng. Vous en avez certainement entendu parler parce qu'il s'agit là d'un membre très influent du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Il faut dire qu'il est en prison depuis maintenant 1 an à peu près, bientôt 1 an. Et récemment, il a été jugé et reconnu coupable donc condamné à 3 ans d'emprisonnement. Il est connu coupable justement de troubles à l'ordre public, entre autres. Alors, Foninké Meng, c'est un jeune en prison, malade. Et pourquoi donc? Il y a donc beaucoup de... pourquoi donc je disais l'actualité donc tourne autour de lui ces derniers jours? C'est parce qu'en effet on a vu des images de lui à l'hôpital sur une chaise roulante. Donc on sent qu'il a perdu donc ses aptitudes physiques, ses capacités physiques à se déplacer de lui-même. Et donc ça fait beaucoup de bruit parce que ce jeune, on le sait, très dégourdi, très dynamique et surtout très engagé. Donc ces derniers jours, lui n'a pas bénéficié donc de la grâce du président de la République. Pourquoi? Parce que, paraît-il, il a refusé, lui, de demander pardon. Et donc, beaucoup de voix se sont élevées. Et en premier, la voix de son grand frère,
Mamadou Sylla, qui est aujourd'hui le président donc de l'opposition parlementaire, qui est député à l'Assemblée nationale, qui est aujourd'hui à la tête d'un mouvement qui réunit nombre de politiques influents, en l'occurrence Baouri, entre autres. Et donc il s'est prononcé, il a quand même fait comprendre que son petit frère n'avait rien fait de grave, que si réellement son petit frère était jusque-là en prison, c'était peut-être de sa faute, lui, Mamadou Sylla, qui est aujourd'hui président de l'opposition parlementaire et donc qui n'est pas du même bord politique que le président de la République. Voilà ce que lui, il avance. De l'autre côté, donc, le ministre de la Justice s'est aussi prononcé. Mori Doumbouya estime en effet que les services, ces services, j'allais dire, sont suffisamment préparés en matière de prise en charge de détenus malades. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Et je vous donne rendez-vous demain pour un autre 19h45.